Un week-end de feu et de sang, c'est ce que vient de vivre le Mali. Une vague de violence absolument sans précédent a secoué le pays, frappant le pouvoir militaire en plein dans son centre névralgique. Et au cœur de ce chaos, un assassinat. Un assassinat qui pourrait bien tout faire basculer. Face à une offensive d'une telle ampleur, la question est évidemment sur toutes les lèvres. Est-ce que la junte au pouvoir, qui était déjà sous une pression énorme, peut vraiment survivre à ça? C'est ce qu'on va essayer de décrypter ensemble. Tout part de là, la mort du général Sadio Camara. Et attention, on ne parle pas de n'importe qui, ce n'était pas juste un ministre parmi d'autres. Non, c'était le pilier du régime. Sa disparition crée un vide immense, un trou béant au sein de l'appareil sécuritaire malien. Ok, voilà le programme. On va d'abord voir comment le pouvoir a été attaqué aussi directement. Ensuite, on va s'intéresser de plus près à ce personnage central qui était Sadio Camara. Après ça, on regardera l'offensive elle-même, les revendications, les conséquences. Et pour finir, on se posera la question, est-ce que la junte peut vraiment s'en remettre ? Première partie donc, il faut bien comprendre que la mort de Sadio Camara, ce n'est pas un acte isolé. C'est en fait le point d'orgue d'une opération beaucoup plus vaste qui a frappé le cœur même du réacteur malien. Justement, pour bien mesurer l'onde de choc, il faut se demander, mais qui était vraiment Sadio Camara? Parce que son rôle allait bien au-delà de celui d'un simple ministre. C'était l'architecte, le cerveau stratégique du régime. On l'appelait le pilier du régime et ce n'était pas pour rien. C'est lui qui a dessiné toute la nouvelle stratégie militaire du Mali. Et surtout, c'est lui qui a orchestré le fameux pivot vers la Russie. Un changement radical, un vrai tournant géopolitique pour le pays. Son parcours, franchement, ça en dit long. D'abord, un commandant de terrain, aguerri. Puis, l'un des cerveaux du coup d'État de 2020. Et le plus fou, c'est qu'en mai 2021, quand on a essayé de le mettre sur la touche, eh bien ça a déclenché un deuxième coup d'État. C'est dire à quel point il était devenu indispensable au système. Cette phrase résume tout en fait. Il était vu comme le numéro 2, le tenant de la ligne dure, souverainiste. Et surtout, c'est dit noir sur blanc, c'est lui qui est à l'origine de l'arrivée du groupe Wagner au Mali. C'est lui qui a piloté ce dossier, changeant complètement la donne pour le pays sur la scène internationale. Allez, on prend un peu de recul maintenant. Parce que, comme je le disais, la mort de Camara, ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'était en réalité le point culminant d'une offensive militaire massive et incroyablement bien synchronisée. Ce qui est vraiment stupéfiant, c'est l'échelle de l'opération. Imaginez, des attaques en même temps à Kati, le sanctuaire militaire de la junte, à Bamako, la capitale, mais aussi à Sévaré, Gao, Kidal, Mopti, partout. C'est un niveau d'ambition et de coordination qu'on n'avait tout simplement jamais vu au Mali. Alors, qui est derrière tout ça? Eh bien, c'est une alliance assez surprenante, une alliance de circonstances. D'un côté, on a le GSIM, groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. De l'autre, le FLA, une rébellion touareg. A priori, ils n'ont pas grand-chose en commun, sauf un ennemi juré, la junte de Bamako. Et ça en fait une force redoutable. Le récit officiel de l'attaque est spectaculaire, presque cinématographique. On parle d'un kamikaze qui fonce avec sa voiture piégée sur la résidence, ensuite un combat acharné éclate, et là on nous dit que le général Camara lui-même aurait pris les armes avant de mourir dans l'effondrement du bâtiment. Un récit qui le dépeint en héros, en soldat jusqu'au bout. Bon, les attaques ont eu lieu. Et maintenant? Maintenant, une autre guerre commence. Pas seulement sur le terrain, non. Une véritable guerre de l'information, de la communication. Et là, c'est le choc des narratifs. D'un côté, la version du gouvernement. Tout va bien, la situation est sous contrôle, on a gagné. De l'autre, les assaillants qui crient victoire. On a attaqué le palais présidentiel, on a pris Kidal. Deux récits complètement opposés. Dans ce brouillard, difficile de savoir où est la vérité. Et puis, il y a cette information qui est absolument capitale. Le président Assimi Goïta, le numéro 1, était lui aussi une cible. Le gouvernement a même confirmé qu'il a dû être exfiltré et mis en sécurité. Ça veut dire que le sommet de l'État a vacillé. La menace était extrêmement sérieuse. Forcément, à l'international, ça a fait beaucoup de bruit. On a eu les condamnations classiques de l'ONU, de la CEDEAO, les actes odieux et barbares. Mais ce qui est très intéressant, c'est la réaction du Sénégal, qui promet un soutien militaire direct. Ça montre bien que les voisins du Mali ont très peur que l'instabilité ne se propage dans toute la région. On en arrive donc au cœur du problème. Après un tel chaos, une telle déflagration, la question est simple. Est-ce que la junte peut s'en sortir? Est-ce que le coup est trop dur cette fois-ci? Prenons l'exemple de Kidal. La perte de Kidal, c'est une véritable catastrophe pour la junte. Ils avaient repris cette ville en grande pompe en 2023 avec l'aide de leurs partenaires russes et ils en avaient fait le symbole de leur réussite. La perdre à nouveau, c'est plus qu'une défaite militaire, c'est une humiliation totale.
Et c'est là que cette analyse de Jean-Hervé Jézuquel est vraiment éclairante. Il suggère que le but des assaillants ce n'est peut-être pas de prendre Bamako par les armes. Non, le but c'est de mettre une pression tellement insupportable que le régime finit par s'effondrer sur lui-même, victime de ses propres divisions. Alors, voilà où on en est. D'un côté, la perte de l'homme fort, l'architecte de la ligne dure. De l'autre, la perte d'une ville symbole. Est-ce que ce double coup est fatal? La junte a été trappée en plein cœur. La vraie question maintenant, c'est de savoir si elle a les ressources pour survivre à une telle blessure.